Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, toujours à l'épreuve du temps en République démocratique du Congo. À l'approche de la fin de l'année 2017, une de ses principales clauses, l'organisation des élections présidentielles d'ici décembre 2017, n'a toujours pas été amorcée. Manifestation à Paris en France de la diaspora burundaise. Elle dénonce le non-respect des droits de l'homme au Burundi, mais aussi déplore le drame qui a coûté la vie à 34 réfugiés burundais en République démocratique du Congo. Et puis, découverte en fin d'édition du Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique béninois qui se spécialise dans le recyclage de déchets informatiques. Mais tout d'abord, en République du Congo, le chef d'État Denis Sassou Nguesso a accueilli ce samedi l'un des principaux protagonistes de la crise libyenne, le maréchal Khalifa Haftar. Il a été reçu pendant un peu plus d'une heure par le président congolais, également président du haut niveau de l'Union africaine. Devant la presse, le maréchal Haftar a justifié sa dernière absence lors de la 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine par le combat que son armée mène contre le terrorisme sur le territoire libyen. En République démocratique du Congo, qu'adviendra-t-il de l'accord de la Saint-Sylvestre signé en 2016 par l'ensemble de la classe politique, toutes tendances confondues? En vertu de cet accord, il a notamment été convenu d'organiser des élections présidentielles et législatives avant la fin de l'année 2017, une opération endiguée par des problèmes d'insécurité dans certaines régions. De son côté, le gouvernement, acculé par l'opposition et l'opinion publique, veut se montrer rassurant. Patricia Dubois. Le calendrier électoral toujours au centre des préoccupations en République démocratique du Congo. Un accord avait été signé le 31 décembre 2016 par la classe politique congolaise. Il prévoit l'organisation des élections présidentielles législatives pour décembre 2017. Mais malgré la mise en œuvre de cet accord, l'opération électorale d'enrôlement des électeurs peine à démarrer. Un retard dû en partie aux problèmes d'insécurité, notamment dans la région du Kasaï central et du Kasaï. Nous avons décidé de traquer, nous les traquons, les forces négatives qui sèment la désolation, la mort à l'est du pays et qui viennent de s'installer au centre du pays. Et là aussi, avec l'implication personnelle du président de la République, commandant des armées, nous avons mis fin au terrorisme, à l'anarchie que s'aimaient les milices, particulièrement en Kamwina-Sapour. Une incertitude politique qui a également des répercussions sur l'économie du pays. Le taux d'inflation dépasse les 50% et la monnaie congolaise a perdu 30% de sa valeur. Pour tenter d'inverser cette conjoncture, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures qui devraient permettre de favoriser le retour des investisseurs. Nous venons de prendre toute une série de décisions pour lutter contre cette inflation. La thésaurisation de la monnaie. Nous venons de réformer notre code des investissements, code minier, les codes des infrastructures. Nous venons de libéraliser les assurances et nous venons de prendre des mesures dans le sens d'éviter les détournements, l'évasion fiscale, la corruption. Le gouvernement, le Conseil national et la CENI doivent désormais procéder à une évaluation du processus électoral, une évaluation qui pourrait alors déboucher sur la publication du calendrier officiel pour la tenue des élections générales. Le Burundi des droits de l'homme n'existe-t-il pas vraiment? Tel est le thème d'une conférence donnée ce 16 septembre à Paris par Willy Nyamitwe, conseiller à la présidence burundaise. Objectif, défendre la position des autorités de Bujumbura face au récent rapport de l'ONU sur les droits de l'homme dans le pays. Une rencontre boycottée par une partie de la diaspora qui a d'ailleurs organisé un rassemblement en parallèle de cette conférence pour dénoncer le non-respect des droits de l'homme et le drame qui a coûté la vie à 34 réfugiés en République démocratique du Congo. Écoutons à ce propos la réaction de Gratien Rukundikiza, président du rassemblement de la diaspora burundaise à Paris.
cette manifestation n'était pas du tout liée à Willy Nyamitwe, qui tenait une conférence à Paris. Et d'ailleurs, pendant la manifestation, personne n'a prononcé le nom de Willy Nyamitwe. Nous avons manifesté parce qu'il y avait un besoin, parce que la CPI doit arrêter sa réponse, doit donner sa réponse avant le 26 octobre pour que ça soit en vigueur. Et aussi parce que il y a 2 jours, il y a eu les massacres de 34 réfugiés burundais qui sont au Congo. Donc, il n'y avait aucun rapport avec cette conférence, même si éventuellement, pour certains Burundais, ça a été un leitmotiv. Mais en réalité, au niveau des organisateurs, il n'y avait aucun rapport avec cette conférence de Willy Nyamitwe. Il y avait pas mal de Burundais, il y avait environ proche de 50 Burundais, il y avait quelques gens de MRAP qui soutiennent les réfugiés qui sont en France et les Burundais qui sont en France, qui soutiennent aussi tous les Burundais qui défendent les droits de l'homme. Le secteur du tourisme égyptien reprend des couleurs, notamment grâce aux nombreuses trouvailles archéologiques qui ont attiré les touristes allemands et ukrainiens. Au cours des premiers mois de 2017, les revenus du tourisme en Égypte ont ainsi grimpé de 170%, atteignant 3,5 milliards de dollars. Les détails avec Patricia Dubois. Les recettes touristiques devraient atteindre les 6 milliards de dollars en 2017, une hausse de 2,6 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Cette embellie a été possible grâce à la fréquence des touristes européens. Sur la période de janvier à septembre 2017, les Européens représentent en effet 75% des visiteurs. Tous les 6 mois à peu près, nous découvrons une nouvelle antiquité. Beaucoup d'étrangers, comme les Français, sont très intéressés. Ils sont venus les voir. Certains reviennent ici 5, 6 ou 7, même 8 fois. Le ministère des Antiquités contribue énormément au tourisme. La hausse du nombre de touristes européens en Égypte serait notamment due aux récentes découvertes archéologiques. Le pays prévoit la venue de près de 8 millions de visiteurs d'ici la fin de l'année. Grâce à Dieu, cette année, les musées ont eu beaucoup de succès. Je peux affirmer que cela est dû aux antiquités égyptiennes. Ils ont attiré beaucoup de monde. Les antiquités sont propres à l'Égypte. Le tourisme est la première ressource en devises de l'Égypte. Il avait subi une baisse ces 2 dernières années, notamment due au manque de touristes russes, principale source majeure. La Russie avait interdit les vols continus après le crash d'un avion russe dans la péninsule du Sinaï en 2015. Le BloLab, le premier laboratoire de fabrication numérique porté par des jeunes béninois, est un espace d'innovation numérique et de démocratisation technologique. Implanté dans un quartier périphérique de Cotonou depuis mars 2015, en plus de ses activités liées à la découverte des technologies open source, le BloLab investit une bonne partie de son temps au recyclage de matériel informatique. Les détails dans ce reportage de Lefty Ounou commenté par Marcel Farba-Maron. Au Bénin, le recyclage des déchets informatiques est au cœur de plusieurs initiatives privées. Le laboratoire de fabrication numérique dénommé BloLab investit dans cette activité. Cette jeune start-up revalorise les déchets informatiques des entreprises et institutions publiques du pays. Porté par Kossi Médard Agbayazon et quelques jeunes béninois, BloLab s'est implanté depuis mars 2015 à Minotin, un quartier périphérique de Cotonou. Nous avons des Jerry avec nous. Des Jerry sont des ordinateurs qu'on appelle familièrement des ordinateurs recyclés. Ce sont des ordinateurs qu'on a construits, qu'on a confectionnés, issus donc des déchets informatiques. On va récupérer les ordinateurs. On lance d'abord une campagne de pré-collecte dans les structures, ministères, services et autres. On prend les ordinateurs que les gens ont déposés au magasin et autres et on transforme ces ordinateurs-là, on leur donne une seconde vie. Le laboratoire de fabrication numérique, espace d'innovation numérique et de démocratisation technologique, est constitué d'une équipe de jeunes professionnels bénévoles à compétences diversifiées. Ce e-hub œuvre pour la réduction de la fracture numérique à travers la formation des jeunes au logiciel libre et l'initiation des enfants à l'informatique dans les écoles. Aujourd'hui, nous accueillons tout le monde. On a formé des agriculteurs qui manipulent très bien le numérique. Enfin, je parle précisément par exemple de l'imprimante 3D qui manipule correctement leur machine, mais sur des solutions open source. On a des géographes, on a des journalistes, on a des enseignants. Tout le monde, en fait, vient au lab, où tous les profils, en fait, sont acceptés. Ce n'est pas un espace ouvert seulement aux techniciens. Voyez-vous? Donc, c'est la deuxième particularité. La troisième particularité, c'est que, quel qu'en soit votre domaine, lorsque vous venez, vous avez accès aux machines.
On vous forme sur l'utilisation des machines pour que vous prototypiez. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ces matériels existent pour qu'on puisse prototyper avant de l'amener ou d'amener notre prototype à une échelle industrielle. À travers son projet annuel intitulé Récit PJ, le promoteur du BloLab entend davantage collecter les ressources informatiques afin de contribuer à la réduction du poids des déchets informatiques dans un pays où plus de 12 000 tonnes de déchets électroniques sont déversés par an. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.